Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Quelles seront les grandes tendances en 2026 sur les marchés ? Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast La Bourse ou la Vie. Mon nom est Paul Charlie et je suis journaliste pour Trends Tendance. Je m'occupe aussi notamment de la rubrique Bourse sur le site. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Maud Reynalter. Maud, vous êtes Chief Investment Officer chez Belfius Asset Management. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Mais c'est avec plaisir. Donc vous venez de publier en fait un rapport avec vos prévisions pour l'année 2026 pour les marchés. Donc nous allons donc aborder ensemble les différentes thématiques et ce à quoi les investisseurs peuvent s'attendre pour l'année qui vient. On va peut-être commencer par l'Europe. Donc je cite un peu notre rapport. C'est l'Europe entre en 2026 avec une rare clarté monétaire et une dynamique de bénéfices positive. Donc on peut s'attendre à une bonne année encore pour les actions européennes, après une année 2025 qui était déjà assez positive. Oui, en effet, c'est le titre qu'on a donné pour notre vue sur les actions européennes, une rare clarté monétaire et une dynamique de bénéfices positive. Alors, laissez-moi revenir sur quelques aspects de ceci. Une rare clarté monétaire, pourquoi ? Parce qu'on a une croissance économique qui est attendue, qui est modeste, mais positive. Pour 2026, on a un PIB qui croît, selon notre scénario Belfius central, à environ 1,4 en 2025 et 1,2 en 2026. Donc une croissance qui reste, somme toute, positive pour la zone euro. Mais surtout, l'inflation qui est aux alentours de 2%, l'objectif de la Banque centrale européenne. Et donc, de ce côté-là, on se dit que la Banque centrale européenne, qui a déjà fait beaucoup en termes de baisse des taux, ne devra plus baisser ses taux à moyen terme, entre une croissance économique qui est positive et une inflation qui reste stable. On aurait pu penser que les effets des tarifs douaniers allaient faire monter l'inflation dans le monde, mais on voit qu'il y a quand même des effets de substitution, d'exemption. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Banque centrale européenne. Deuxième élément, de nouveau, les tarifs douaniers auraient pu peser sur l'activité économique, mais on a eu des effets d'annonce et on va voir ces effets d'annonce être déboursés en 2026, notamment les plans budgétaires en Allemagne qui viennent compenser l'impact des tarifs douaniers sur l'activité. Donc finalement, de la stabilité pour la zone européenne en 2026. Alors les marchés ont anticipé ces nouvelles parce que les performances ont été plutôt bonnes en 2025, aux alentours de un petit peu moins de 20%. Donc nous, on pense que l'année prochaine, on va encore avoir une évolution positive des marchés européens. On reste constructif d'ailleurs dans nos portefeuilles sur les actions européennes, mais que les sociétés vont devoir montrer maintenant qu'elles font croître les bénéfices dans un environnement qui est stable. On a vu cette année une croissance des bénéfices qui était aux alentours de 0 sur les 2 premiers trimestres. Maintenant, au 3e trimestre, on voit une inflexion. Les bénéfices croissent aux alentours de 5% au 3e trimestre. Les analystes attendent le consensus aux alentours de 10% pour l'année 2025. Donc maintenant, il est temps pour les entreprises européennes de démontrer qu'elles sont là pour croître dans cet environnement qui est plutôt positif. Et d'ailleurs, l'année prochaine, la barre est également haute pour la croissance des bénéfices en Europe, en règle générale, à un peu plus de 10%. Alors, on peut regarder ce qui se passe au niveau des secteurs. On voit qu'il y a des effets de base qui sont intéressants, notamment pour la partie de consommation cyclique. On a des sociétés qui ont eu des difficultés, notamment par exemple le luxe, etc. Donc on a un effet de base qui est très positif pour l'année prochaine, avec des marchés émergents qui rebondissent, avec une consommation qui reste OK en Europe, des marchés américains qui devraient aussi rebondir en termes de consommation des ménages. Donc ça va venir supporter la croissance des bénéfices, mais c'est surtout ce plan budgétaire allemand qui pour nous va supporter notamment la croissance des bénéfices des petites et moyennes entreprises sur lesquelles on est positionné dans les portefeuilles.
Donc des surprises positives peut-être à attendre des petites et moyennes. Oui, alors des surprises positives, on pense qu'elles vont être là, mais c'est aussi ce sur quoi les investisseurs vont se concentrer. Oui. Est-ce que les sociétés européennes vont pouvoir délivrer? Parce que la valorisation des sociétés européennes a déjà monté en 2025, Oui. Donc elles doivent maintenant démontrer que cette croissance est là. On pense qu'elles vont le faire, mais c'est une source d'opportunité, mais aussi un petit peu de risque. Ok, donc c'est ça le grand pari pour l'Europe. Mais de l'autre côté, pour les États-Unis, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre en cette fin d'année en ce moment? Donc il y a quelques corrections, notamment au niveau des valeurs technologiques, après ce très fort rallye de l'IA qu'on a pu observer ces 2-3 dernières années. Les pistes se brouillent aussi un peu pour la Fed. Les investisseurs se demandent un peu est-ce qu'il y a encore une baisse en décembre ou pas. Mais donc pour la Fed, justement, l'année prochaine, Donald Trump peut nommer un nouveau président. Il a déjà dit qu'il nommerait peut-être pour la fin décembre, il donnerait déjà le nom et ce nouveau président sera nommé, je pense, en avril ou en mai. Et donc voilà, à quoi faut-il s'attendre l'année prochaine pour Wall Street? Alors vous avez raison, il y a quelques corrections des valeurs technologiques. On est maintenant dans une période où la volatilité sur les actions américaines a monté. Oui. La chose qu'on peut dire aussi, c'est que la valorisation des marchés américains est quand même élevée en termes absolus. On est aux alentours de 23 fois les bénéfices attendus à un an, donc c'est plutôt élevé. Ceci dit, si vous regardez l'évolution de la valorisation du marché américain par rapport au reste du marché, eh bien, elle a un petit peu baissé. Pourquoi ? Parce que les autres marchés, la valorisation des autres marchés a monté également. On vient de parler de l'Europe, on peut parler des émergents, la valorisation a monté. Et il faut quand même dire une chose sur les marchés américains, c'est qu'il y a une prime de valorisation des marchés américains, mais il y a une prime pour une bonne raison. Il y a une prime pour une bonne raison, et c'est quoi la bonne raison ? C'est que la croissance des bénéfices des entreprises américaines, elle est là. Forte, et elle est là, puisque je vous disais tout à l'heure, en zone euro, pour l'instant, on est proche des zéros. Là, aux États-Unis, on est plutôt aux alentours de 10-11% attendus pour cette année. Et donc, elle est là, la croissance. Donc, c'est normal qu'il y ait une prime de valorisation sur le marché américain. Elle est où la croissance des bénéfices ? Elle est dans la technologie. Pour une grosse partie, elle a été aussi dans les financières cette année. Donc, oui, les gestionnaires, les investisseurs se posent la question de la pérennité de la croissance des bénéfices en technologie. Il faut savoir que l'année prochaine, on attend encore une croissance des bénéfices aux alentours, je pense, de 13%. Pour 2026, et de nouveau encore une grosse contribution des sociétés technologiques. Donc si ces sociétés technologiques ne délivrent pas en 2026, là on aura un problème. On reste convaincus, nous, que ces sociétés technologiques, elles vont être là encore l'année prochaine pour délivrer ces bénéfices. Il y a des grosses dépenses d'investissement en cascade qui se font. Mais ces investissements sont nécessaires. Aujourd'hui, ces sociétés, elles ne sont pas fortement leveragées, comme on dit dans le jargon. Elles n'ont pas énormément de dettes. Elles ont beaucoup de cash flow, ce qui leur permet d'investir, pour se développer. Et on pense vraiment qu'il y a une révolution autour de l'intelligence artificielle qui va améliorer la productivité. Alors, la croissance du PIB, c'est vrai que l'année prochaine, elle va être aux alentours, c'est ce qui est dans nos tablettes en scénario principal, aux alentours de 1,9%, plus ou moins encore comme cette année. Elle va encore être soutenue par les investissements en intelligence artificielle, on vient de le mentionner, mais aussi par les dépenses des ménages. Les dépenses des ménages en termes de consommation, cette année, ça a été un petit peu faiblard par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes, mais l'année prochaine, on va avoir un soutien fiscal, un soutien budgétaire. On va aussi avoir de la dérégulation aux États-Unis. Donc tout ça, pour nous, va soutenir le marché. L'inflation, elle est un peu plus élevée qu'en Europe, avec ses effets de tarifs douaniers. Et donc,
la Fed, la Fédérale Réserve américaine, elle est un peu tiraillée entre deux aspects. Soutenir la consommation, parce que le marché du travail souffre un peu, mais aussi gérer cette inflation. Donc, on ne pense pas qu'il y aura une baisse de taux en décembre du côté de chez Belfus. Ceci dit, on s'attend à 2 baisses de taux l'année prochaine pour la Fed. Et la question de l'indépendance de la Fed, oui, c'est une question. On va voir en janvier le procès de Madame Cook avec la Cour suprême. Nous, on pense que la Fed va rester indépendante, que effectivement le pouvoir politique met peut-être un petit peu de pression. C'est important aussi, on a des échéances politiques. L'année prochaine, il y a les élections de midterm. Et donc, ceci dit, la Fed pour nous restera indépendante et son challenge, c'est plutôt de gérer l'évolution du marché du travail et de l'inflation. Et pour ça, on pense qu'elle va y arriver, qu'il n'y aura pas de grandes problématiques à moyen terme. Il y a quand même des choses qu'on surveille. Il y a les écarts de rendement sur le crédit, par exemple, parce qu'il va y avoir beaucoup de financement qui va se faire via le crédit pour ces investissements en AI. Donc pour l'instant, les spreads de crédit sont calmes. Contrairement à ce qu'on a connu dans des périodes plus volatiles en 98, certains font le parallèle. Il n'y a pas du tout les mêmes ingrédients ici. On a une dette qui est limitée, on n'a pas de crise dans d'autres régions du monde, on n'a pas des spreads de crédit qui montent jusqu'à l'infini. Voilà, donc on est quand même positif encore sur la technologie aux États-Unis, donc on pense que les marchés américains vont encore bien performer l'année prochaine. Ok, merci, bon à savoir en tout cas. Mais dans votre rapport, vous abordez aussi l'or. L'or a déjà connu une année 2025 complètement folle, avec une hausse de maintenant plus de 50%. À quoi faut-il s'attendre donc pour 2026 ? Et est-ce que vous avez un prix en tête pour la fin de l'année 2026 ? Alors on a des attentes haussières sur l'or. Un prix objectif, on ne se met pas de prix objectif pour l'or. Ce qu'on pense, c'est que l'or a toujours sa place dans les portefeuilles. Pour des éléments qui sont complètement structurels. La dédollarisation des banques centrales, notamment émergentes, qui ne veulent plus obligatoirement investir dans des obligations d'État américaines, pour plusieurs raisons. Un, le déficit américain. On a bien vu qu'il y a des dépenses budgétaires, des soutiens budgétaires qui vont être mis sur la table avec le Big Beautiful Act, etc. Donc ça va faire monter le niveau de dette aux États-Unis. Donc pour nous, les banques centrales ont plutôt intérêt, émergentes, d'investir dans l'or si elles ont peur de souffrir de la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'indépendance géopolitique. Les banques centrales émergentes souhaitent devenir plus indépendantes vis-à-vis des États-Unis. La banque centrale chinoise, par exemple, si on prend cet exemple-là, aujourd'hui, il y a des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Pour elles, c'est plus stratégique d'investir dans de l'or. Et puis, finalement, la diversification, elle est importante avec l'or. Ça nous permet aussi de gérer les problèmes géopolitiques qui pourraient arriver et aussi des nouvelles tensions commerciales. Parce que l'année prochaine, on l'a dit tout à l'heure, il y a des élections mid-term. Alors, il se pourrait que la rhétorique politique augmente en prévision de ces mid-term élections, ces élections mid-term. Mais aussi, on sait que l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis, il est fait pour 1 an. Donc, c'est encore c'est un accord, certes, mais il est fragile. Donc, pour nous, c'est intéressant d'avoir l'or encore en portefeuille aujourd'hui pour la diversification. Ok, justement, vous parlez des portefeuilles. Est-ce que dans le contexte que vous décrivez, est-ce qu'il faut penser à une allocation un peu, plus élevée que d'habitude ou alors on a fait évoluer notre poids d'or, on avait 2,5%, 3%, on est monté jusqu'à 4,5%. Récemment, juste avant que ça se retourne, alors on a eu un très bon timing ici, on a réduit le poids en or de 4,5 à 3, 2,5, et puis on remettra sûrement un petit peu d'or
Là, on voit l'or qui revient un petit peu. Voilà, on se replacera. Donc, en fonction du prix, on est entre 2,5 et 4,5-5%. Ok. Ouais. En tout cas, toujours intéressant à suivre, oui. Mais sinon, pour 2026, quelles peuvent, selon vous, être d'autres grandes thématiques qu'il faudrait suivre et où pourrait-on trouver les surprises positives? Mais aussi, selon vous, quelles pourraient être les grosses surprises négatives qui pourraient avoir lieu? Nous, aujourd'hui, dans nos portefeuilles, vous l'avez compris, on est plutôt constructif sur les actions. On pense que le marché est porteur parce que la croissance globale mondiale reste positive. On a les banques centrales qui sont toujours à la manœuvre, que ce soit la Banque centrale européenne qui a quand même déjà fait un beau parcours, la Banque centrale américaine qui va continuer à baisser ses taux. On pense que c'est aussi un environnement porteur pour les marchés émergents. Ok. Alors pourquoi ? Parce que malgré tous les défis qu'on a eus sur les dernières années, la croissance des marchés émergents est restée quand même assez forte en règle générale. Alors on parlera de la Chine sûrement juste après, mais en règle générale, la croissance est quand même restée assez forte, ça c'est le premier point. Le deuxième point, les banques centrales, elles ont été même plus actives que les banques centrales des pays développés. Elles ont monté les taux plus vite que celles des pays développés quand il y a eu l'inflation, elles sont en train de les ont baissés plus vite aussi, et on pense qu'il y a encore un potentiel à ce qu'elles les baissent, et ça généralement c'est supportif pour l'activité. Et troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, ces marchés émergents se sont développés au niveau structurel. Avant, dans les indices, on trouvait beaucoup de matériaux, des minières, etc. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de technologies au final, avec des valorisations qui sont quelquefois inférieures à celles des marchés développés. Si vous prenez par exemple Taïwan, Hong Kong ou la Corée du Sud, vous vous retrouvez avec des sociétés quand même technologiques qui n'ont rien à envier finalement aux sociétés américaines. Non, bien sûr. Et donc ces pays font aussi partie de la chaîne de valeur technologique, et sans eux, finalement, tout le développement de l'intelligence artificielle ne pourrait pas se faire. Donc aujourd'hui, on est investi sur les marchés émergents. Bien sûr, on est investi en Corée du Sud, on est aussi investi dans d'autres pays. Aujourd'hui, on aime bien aussi, on regarde de plus en plus l'Inde, qui avait une valorisation très élevée, mais après quelques mois difficiles aujourd'hui, revient un peu. Voilà, je mentionner les réformes structurelles et bien sûr une démographie qui est supportive. Donc on est positif, sur les marchés actions. La Chine, c'est un cas particulier. C'est vrai que la consommation aujourd'hui domestique est toujours sous pression en Chine. Il y a des plans budgétaires qui ont été mis sur la table par le gouvernement. On pense que la Banque centrale chinoise n'a plus trop intérêt à baisser encore ses taux. Pour supporter la croissance, parce qu'il y a les plans budgétaires. Il faudra quand même encore du temps pour résoudre les problèmes en immobilier qui sont encore là. Ceci dit, dans les indices chinois, on trouve beaucoup de sociétés technologiques et exportatrices et qui viennent d'ailleurs inonder certaines fois les marchés en Europe. Donc on est aussi positif sur la Chine au final. Là où on est aussi positif, c'est sur la dette des marchés émergents, parce que, comme je vous l'ai dit, la Banque centrale, les banques centrales dans les marchés émergents sont encore à la manœuvre. Il y a un rendement attendu qui est élevé. Le dollar a baissé, donc les monnaies des marchés émergents sont un petit peu moins chères qu'auparavant, mais au vu des changements structurels, j'ai dit un peu moins cher, un peu plus cher, qu'auparavant. Mais ceci dit, au vu des changements structurels qui a eu lieu, on pense qu'il y a encore ici, dans la dette des marchés émergents en devises locales, de la performance à aller chercher. Alors là où on est un petit peu moins positif, vous disiez tout à l'heure des surprises positives et des surprises négatives. Je viens de mentionner la dette en monnaie locale. Et bien du coup, on est un petit peu moins positif sur le dollar chez Belfus Asset Management, et dans les convictions de Belfus en règle générale, on pense que le dollar est encore un peu surévalué. Alors il a fait un peu de yo-yo sur les dernières semaines. On pense qu'il va s'affaiblir à moyen terme. Bon, il y a la banque américaine, la banque fédérale américaine qui va réduire effectivement ses taux. Donc ça, c'est moins supportif pour
pour le dollar. Il y a toujours ces déséquilibres fiscaux. Et puis, vous voyez comme moi qu'effectivement, il y a la volonté de les banques centrales émergentes de se diversifier hors du dollar. Et donc ça, c'est une lame de fond. Okay. Donc à court terme, on pense que le dollar devrait perdre un peu de terrain en 2026, au début 2026. Donc ça, là, on est un petit peu moins positif. Oui. En termes de secteur, peut-être, on reste encore positionné sur la technologie, vous l'avez compris, mais aussi on rajoute la santé. On a rajouté la santé de nouveau dans les portefeuilles. C'est quelque chose qu'on avait réduit au cours de l'année. On a rajouté la santé parce qu'elle a une nature défensive. Elle a vraiment souffert sur l'année. C'est un secteur qui n'a pas bien fait. Maintenant, on trouve qu'il y a des valorisations qui restent quand même attractives. Et bon, il y a une lame de fond aussi démographique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est encore positionné sur les petites capitalisations européennes qu'on avait déjà mis en portefeuille l'année dernière. Ça a bien fonctionné. On pense encore qu'il y a aussi là une performance à aller chercher du côté des petites capis européennes avec les développements des activités domestiques autour des investissements et des supports budgétaires. Ok. Mais ok, merci beaucoup pour toutes vos prévisions. En tout cas, j'ai envie de dire que les jeux sont faits et on verra donc l'année prochaine, enfin dans un an, comment se passera l'année 2026. Merci avec plaisir. Beaucoup. Peut-être encore un peu tôt pour vous souhaiter de bonnes fêtes, mais bon, la fin approche tout doucement, donc voilà, à bientôt pour un autre épisode et merci beaucoup Maud pour toutes vos prévisions. Merci. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.